Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des accumulateurs. Les piles électrochimiques telles que vous les connaissez permettent de convertir l'énergie chimique en énergie électrique avec au passage quelques pertes d'origine thermique. Contrairement aux piles, les accumulateurs ont l'avantage d'être des convertisseurs réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rechargés. Dans ce cas, ils convertissent de l'énergie électrique en énergie chimique avec également au passage des pertes d'origine thermique. Nous allons maintenant nous intéresser à un accumulateur que vous connaissez bien, la batterie au plomb. Celle-ci est constituée de plusieurs cellules qui fonctionnent sur le même principe. On retrouve un électrolyte qui est constitué d'une solution d'acide sulfurique. On trouve également deux électrodes, une en dioxyde de plomb et une autre en plomb. Si on place un voltmètre aux bornes de cet accumulateur, on pourra constater que la borne positive se trouve du côté de l'oxyde de plomb. L'électrode positive est appelée la cathode et l'électrode négative l'anode. Lors de la décharge de la batterie, l'oxyde de plomb va réagir avec les ions SO4 par rapport d'électrons pour donner, ici on le voit, des molécules de PbSO4 et des molécules d'eau. Comme on peut le constater ici, il s'agit d'une réduction de l'oxyde de plomb. Lors de ce processus, sur l'autre électrode, le plomb qui se trouve sur l'anode ici va céder des électrons au circuit par une réaction d'oxydation transformant le plomb de l'électrode en PbSO4. Si on fait le bilan de la réaction, on pourra constater que l'oxyde de plomb de la première électrode, par l'intermédiaire de l'électrolyte et des ions SO4 va réagir avec le plomb de la deuxième électrode et avec les ions H+, qui se trouvent dans l'électrolyte, pour donner sur chaque électrode un dépôt de PbSO4 et induisant une augmentation du nombre de molécules d'eau dans l'électrolyte. On retrouve sur cette animation les molécules de PbSO4 qui se trouvent sur chaque électrode et les molécules d'eau qui ont été formées. Une fois que l'ensemble de l'oxyde de plomb qui se trouvait sur la cathode et du plomb qui se trouvait sur l'anode ont réagi, la réaction ne peut plus avoir lieu, l'échange d'électrons n'est plus possible. On se trouve alors dans la situation où la batterie est complètement déchargée. On peut constater au passage que PbSO4 est à la fois un réducteur et un oxydant. Ce type d'espèce est appelé amphotère. Pour résumer, on est passé d'un état où la batterie était pleine avec de l'oxyde de plomb sur une électrode et du plomb sur une autre électrode et de l'acide sulfurique à la place de l'électrolyte, à une situation où la batterie est vide avec une augmentation du nombre de molécules d'eau dans l'électrolyte et sur chaque électrode un dépôt de PbSO4. On va maintenant étudier la charge de cette batterie. Pour cela, il faut un apport d'énergie extérieure par exemple un alternateur ou une source de tension électrique. Au départ, je vous le rappelle, les deux électrodes sont recouvertes de PbSO4. Durant la charge, les électrons apportés ici sur l'anode vont permettre aux molécules de PbSO4 d'être réduites pour reformer du plomb à l'anode. Les molécules de PbSO4 se trouvant initialement sur l'électrode vont jouer en même temps le rôle de réducteur et d'oxydant. PbSO4 est toujours un amphotère. Grâce au générateur et à l'apport d'électrons, les molécules de PbSO4 vont donc réagir avec les molécules d'eau pour finir par reformer de l'oxyde de plomb sur la cathode et du plomb sur l'anode. Grâce à ce générateur, on revient progressivement à la situation de départ où l'électrolyte est de nouveau composé d'acide sulfurique. On dit alors que la batterie est rechargée. La décharge de la batterie est donc une réaction spontanée entre un oxydant et un réducteur. Quant à la charge, c'est une réaction forcée qui nécessite un apport d'énergie extérieure. Si on compare les équations des réactions lors de la charge et de la décharge, on a rigoureusement les mêmes équations, mais dans un sens opposé. On peut donc généraliser les équations bilan des réactions qui se placent lors de la charge et de la décharge par une réaction qui est réversible, que l'on peut voir avec le égal qui se trouve ici. Dans un accumulateur, la réaction d'oxydoréduction est réversible à condition d'utiliser un générateur pour le recharger, car la réaction n'est spontanée que lors de la décharge. L'équation de la réaction peut être généralisée pour l'ensemble des accumulateurs à l'équation suivante. Une quantité petit a d'un premier oxydant peut réagir avec une quantité petit b d'un réducteur pour former lors de la décharge une quantité petit c d'un deuxième oxydant et une quantité petit d d'un réducteur. La réaction étant réversible, il se passe la réaction inverse lors de la charge. En classe, on verra qu'il est possible d'effectuer un bilan des quantités de matière mises en jeu avec la relation suivante. Le nombre de moles de l'oxydant 1 divisé par le coefficient stoichiométrique associé à ce premier oxydant est égal au nombre de moles
du réducteur 2 divisé par le coefficient stoichiométrique petit b, et cela est égal au nombre de moles de l'oxydant 2 divisé par petit c, son coefficient stoichiométrique, qui est également égal au nombre de moles du réducteur 1 divisé par le coefficient stoichiométrique petit d. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement des accumulateurs et notamment de l'accumulateur au plomb. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire et moi je vous dis à plus en classe!